sait, je vous le rappelle, le cessez-le-feu entre le Hezbollah et Israël est déjà violé. Qu'est-ce que ça veut dire et avec quelles conséquences? Comment vous percevez cela? Le problème du Liban, c'est que je pense que la stratégie des Israéliens a toujours été d'essayer d'éviter que les deux dossiers ne se touchent et que les gardiens de la révolution essayent de tout faire justement pour que les deux dossiers soient les mêmes, parce qu'ils sont sur place, parce que c'est eux aussi qui ont les mallettes et qui aujourd'hui d'ailleurs leur revendication, ce n'est pas simplement que les frappes s'arrêtent, mais que l'Israël, enfin c'est vraiment le front sur lequel ils confrontent militairement les Israéliens et ils voudraient les repousser et les faire sortir. Honnêtement, je pense que les gardiens de la révolution tiendront jusqu'au bout sur ce front-là, que les négociateurs aimeraient faire des concessions là-dessus. Je suis convaincue que pour les négociateurs, le sujet du Liban et du Hezbollah n'existe pas vraiment tel quel. Ils sont beaucoup trop nationalistes pour ça. Toujours dans la doctrine de la République islamique. Mais c'est vraiment la partie pragmatique, la partie nationaliste qui prêche pour le repli sur soi, qui prêche pour le sauvetage économique et qui prêche pour abandonner en fait ces lanceurs de missiles et de drones. Et donc, ils seraient prêts. Sauf qu'ils sont toujours piégés par leur propre jeu, par les gardiens de la révolution et ils ne pourront pas faire l'impasse sur le Liban. Netanyahou, bientôt abandonné par Trump, ça fait partie des questions qu'on se pose en ce moment. Est-ce que c'est une... Ça, c'est un changement paradigmatique pour les États-Unis qui ont scellé une alliance avec Israël qui est, j'allais dire, pluridécennale. Mais clairement, quand on écoute et qu'on regarde ce qui se dit et non pas ce qui se passe, parce que c'est deux choses, la parole et l'action. Absolument. Dans le champ politique, et quel que soit le camp démocrate ou républicain, il y a un mouvement tectonique qui est colossal et qui annonce des heures très difficiles pour l'État hébreu. Et Benjamin Netanyahou, et ceux qui l'entourent, en sont entièrement responsables. C'est-à-dire qu'à ce stade, aujourd'hui, quand vous regardez Israël à l'échelle du monde, la vérité factuelle et diplomatique, c'est que ce pays est davantage et de très loin isolé que la République islamique d'Iran. Tout le monde attend que les uns et les autres se rendent en Suisse pour matérialiser que la diplomatie, même si ça doit se faire, j'allais dire, dans le sang, accouche d'un cessez-le-feu durable afin que tout le monde puisse pousser un ouf de soulagement, ne serait-ce que sur le plan économique. Maintenant, je le redis, les paroles venant de Donald Trump et J.D. Vance sont plus dures que n'importe quel autre qui n'ait jamais été prononcé par un président, un vice-président américain à l'endroit de l'allié israélien. Il y a toujours eu une forme de théâtralité, notamment, j'allais dire, pendant le génocide à Gaza, Joe Biden faisait fuiter au New York Times et à d'autres publications américaines, soi-disant colère à l'endroit de Trump parce qu'il était en difficulté face à son aile gauche, mais personne n'y croyait parce que la vérité des prix, quand J.D. Vance dit, vous savez, en s'adressant aux membres du cabinet, donc en évitant de tacler Netanyahou. Vous voulez qu'on l'écoute ? Avec plaisir. Allons-y. Il y a des personnes au sein du cabinet de Bibi qui se permettent de critiquer l'accord avec l'Iran et parfois même d'attaquer personnellement le président des États-Unis. À ces personnes, j'adresse deux messages. Le premier, Donald J. Trump est à l'heure actuelle et dans le monde entier le seul chef d'État qui éprouve de la sympathie à l'égard de la nation israélienne. Le deuxième point, c'est qu'au cours des 3 derniers mois, 2 tiers des défenses qui ont protégé votre territoire ont été construits par des mains américaines et payées par le contribuable américain. Bon, en tout cas, ça fait réagir. Hein. Je ne sais pas quelle est sa source sur les 2 tiers. Le budget militaire annuel israélien, 2026, c'est 29 milliards. Donc il est en train de dire, nous, Américains, on est 2 tiers de cela. C'est 39, donc ça fait 26. Ça veut dire qu'en fait, il est en train de dessiner, j'allais dire, la puissance militaire israélienne comme une espèce de coquille et qui ressemblerait à quelque chose de très friable et fragile si les Américains retiraient
ses billes, 2 tiers, c'est colossal. Bah, cela dit, la photographie n'est pas fausse. Hein. Les Israéliens ne sont pas d'accord avec ces chiffres et cette photographie. Ah, d'accord, remettre en cause les chiffres. Vous parlez de rupture potentielle entre les États-Unis et Israël. Ce coup-ci, Trump n'a aucun problème, aucun remords à lâcher Netanyahou sur ce dossier, parce qu'il faut quand même garder à l'esprit que Israël n'a jamais été aussi impopulaire aux États-Unis, que ce soit auprès de l'opinion publique générale, même en partie de la communauté juive. Mais il y a autre chose qui m'intéresse pour aller dans ce sens, qui m'inquiète sur le moyen et long terme, c'est la jeunesse américaine. Entre 60 et 70% des jeunes États-Uniens aujourd'hui considèrent Israël comme un pays plus dangereux que l'Iran, qui est quand même un pays terroriste, hein, rappelons-le. Et ce sont ces personnes qui demain seront aux manettes de la Maison Blanche, du Parlement, des institutions, etc. Donc sur le moyen et long terme, je suis très inquiet et je pense que l'épisode auquel nous assistons n'est que le premier acte d'une tragédie qui pourrait se dérouler sur 20-30 ans.